Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le très attendu Polestar 3 2025, premier VUS de la marque Polestar, qui propose depuis pratiquement 5 ans un seul produit de masse, c'est la Polestar 2 qui a rivalisé et qui rivalise toujours en fait avec la Tesla Model 3. Une voiture qui n'a pas été seule au sein de la gamme Polestar puisqu'on a aussi offert une Polestar 1, un coupé expérimental extrêmement onéreux. On a vendu à seulement 10 unités sur le marché canadien. Alors, c'est un véhicule extrêmement rare, mais bien sûr, c'était surtout ce qu'on appelle dans le jargon un halo car, une vitrine technologique pour prouver ce dont Polestar était capable. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive avec le Polestar 3, un VUS qui vient se hisser bien sûr au sommet de la gamme, une gamme qui sera bonifiée très prochainement aussi par la Polestar 4, à mi-chemin entre une voiture et un VUS, un véhicule qui sera vendu à compter de 64 900 $ et qui a cette particularité de ne pas avoir de lunettes arrière et d'avoir un design audacieux. C'est aussi le cas du Polestar 3, bien sûr, qui souhaite se distinguer des nombreux véhicules en compétition qu'on retrouve déjà sur le marché. Et la liste est quand même assez longue. Pensez bien sûr au Acura ZDX, au Audi Q8 e-tron, BMW iX, le Cadillac Lyriq, Jaguar I-Pace, qui est commercialisé au compte-gouttes sur le marché canadien, mais quand même, Lucid Gravity qui arrive très prochainement, le Mercedes-Benz EQE VUS, le Porsche Macan EV qui lui aussi sera prochainement offert. Et finalement, le Volvo EX90 qui utilise les gènes de ce produit-là, des gènes partagés bien sûr, parce qu'on a ici une plateforme développée pour les grands VUS de la grande famille Volvo Polestar, la plateforme SPA2 qui est modulable et qui va servir pour de nombreux véhicules futurs de chez Volvo et Polestar. Naturellement qu'une des particularités du Polestar 3, c'est le fait qu'il propose un design vraiment audacieux, franchement réussi si vous voulez mon avis. J'aime beaucoup la partie avant de ce véhicule-ci qui s'inspire du Precept Concept de Polestar et qui améliore bien sûr le coefficient aérodynamique, un CX de 0,29, ce qui est quand même exceptionnel pour un VUS aussi imposant. Vous allez aussi remarquer qu'au niveau de la partie arrière, la partie supérieure du haillon, donc qui couvre une partie du pavillon, est entièrement vitrée. Alors ça aussi, c'est un élément très original au niveau du design et c'est un véhicule qui a franchement fière allure et donne cette impression d'être en mouvement même lorsqu'il est immobilisé. Alors chapeau aux designers de ce produit-là qui ont réussi à lui trouver un caractère intéressant, même si dans les faits, on est capable d'identifier ce véhicule-là comme un produit très près de ce qu'on retrouve du côté de chez Volvo. Il suffit d'ailleurs de stationner un Volvo très récent à côté du Polestar 3 pour constater plusieurs similarités en matière de design. N'empêche, c'est un produit qui fait tourner les têtes et qui est particulièrement réussi sur le plan esthétique. Dans ce cas-ci, c'est le modèle le plus huppé puisqu'on exploite le groupe Performance, ce qui fait en sorte que vous allez avoir jantes de 22 pouces avec étriers qui sont peints de couleur dorée, avec des pneus asymétriques, c'est-à-dire des pneus dont la semelle est plus large à l'arrière qu'à l'avant. Vous allez avoir du 265-40 R22 au niveau de la taille des pneus à l'avant, contre 295-35 R22 à l'arrière. Donc, une combinaison pneumatique qui risque d'être parfois très difficile à trouver chez votre revendeur de pneus. Il faudra sans doute s'ajuster au niveau de la taille des pneus pour le chausser durant l'hiver parce que, bien sûr, de réduire la taille des roues pour une conduite hivernale, ça serait tout indiqué. Avant de vous parler du comportement routier, des éléments techniques du Polestar 3, un mot sur le fait qu'il n'y ait aucun bouton physique à bord et qu'il n'y ait pas non plus de clé physique avec laquelle vous pouvez déverrouiller le véhicule. Vous allez me dire que c'est la même chose du côté de chez Tesla, mais je n'ai pas le choix d'admettre que c'est un irritant. Bon, d'abord, évidemment, la carte ou la clé n'est pas programmée dans mon téléphone cellulaire. Alors, pour accéder au véhicule, techniquement, ce module de clé-là, qui n'a pas de bouton, doit être détecté par le véhicule. Et à plusieurs reprises, ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai dû me battre pour pouvoir accéder au véhicule à plusieurs reprises. Et une fois à bord, on veut gérer le système de climatisation, on veut régler le volant, on veut régler les rétroviseurs. Il faut passer à travers l'écran. C'est contre-intuitif. Il y a plusieurs étapes à faire. Et ça, c'est vraiment agaçant. Je comprends qu'on n'ajustera pas les rétroviseurs très souvent sur un véhicule, ni la colonne de direction, mais quand même, est-ce qu'on peut minimalement offrir quelques boutons physiques, ne serait-ce que pour gérer les commandes primaires du système de chauffage-climatisation,
pour que ce soit plus facilement utilisable. Parce que dans le contexte, bien, on perd l'attention de la route, on essaie de se concentrer sur ce qui se passe ici et il ne faut pas croire qu'avec le temps, bien, on va se familiariser. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des étapes supplémentaires à faire et que ça ne peut pas être intuitif d'utiliser un écran et de savoir où sont les touches sans les regarder. Alors, il faudrait améliorer ça honnêtement, mais je comprends que chez Volvo et chez Polestar, bien, on souhaite minimiser l'utilisation des boutons parce que ça coûte moins cher, que c'est tout simplement plus facile de programmer le tout à travers un écran qui, au demeurant, est quand même bien fait. Là, pour les autres fonctions, vous allez vous y retrouver assez facilement. C'est juste que d'avoir quelques boutons de base, ça serait une bonne idée. Et le seul qu'on a en fait, c'est pour le volume de la radio. Sinon, je n'ai pas le choix d'admettre que l'expérience d'un Polestar 3 est quand même sensationnelle. C'est un véhicule qui vous offre un niveau de raffinement remarquable. Bon, évidemment qu'on a une structure extrêmement solide, que le niveau de confort est exceptionnel, même dans cette version performance qui, évidemment, coûte un peu en confort par rapport au modèle régulier parce qu'on a des pneumatiques plus agressifs. Évidemment qu'ici, vous allez avoir du 22 pouces, comme je le mentionnais un peu plus tôt, des pneus asymétriques. Et évidemment que la résistance au sol est plus grande avec les pneumatiques qu'on a ici sur une version performance que sur le modèle régulier, ce qui impacte conséquemment l'autonomie totale du véhicule, qui est annoncée à 449 km dans ce cas-ci, sinon 507 avec la version régulière. Il me faut cependant mentionner que dans les 3 cas où j'ai rechargé le véhicule à 100% à domicile, bien, l'autonomie affichée ou l'autonomie anticipée, devrais-je dire, était à 430 km sur le compteur parce qu'on a un petit écran qui est logé derrière le volant où là, vous allez avoir des informations primaires, bon, la vitesse, la charge de la batterie en pourcentage, l'autonomie restante, etc. Alors, c'est 430 km affichés. Est-ce qu'on peut faire mieux? Sans doute, mais comme j'ai poussé la machine parfois un peu à l'extrême parce que j'ai fait du circuit dans le cadre de l'émission du Guide de l'auto, vous allez pouvoir voir un peu plus tard cet hiver, bien, probablement que l'autonomie anticipée est affectée en raison du fait qu'on a poussé la machine un peu plus. Évidemment que dans des conditions idéales, vous allez réussir à atteindre ce qu'on annonce comme autonomie, mais évidemment, je reviens sur le fait que si vous optez pour cette version performance, vous allez perdre autour de 60 km d'autonomie par rapport au modèle régulier pour bénéficier d'une conduite plus sportive et de quelques dizaines de chevaux supplémentaires parce que c'est 483 chevaux pour la version régulière, 510 pour cette version performance et ça c'est dû à une reprogrammation électronique, là, tout simplement. On conserve les mêmes moteurs, 2 moteurs électriques, un situé sur chacun des essieux avec une batterie de 111 kWh, batterie quand même assez imposante. Alors 510 chevaux dans le cas qui nous concerne, 670 livres-pieds de couple, capacité de remorquage à 3500 livres dans les 2 cas. Alors pour ceux qui ont des besoins en ce sens, bien, au moins le véhicule est capable de faire sa part de travail. Et pour le 0-100 km/h, on l'annonce en 4,7 secondes. Alors c'est certainement pas aussi rapide que si vous optez pour un Tesla Model X, Plaid par exemple, mais quand même, vous allez avoir toute la puissance dont vous avez besoin. Les reprises sont intéressantes et au final, bien, vous avez des performances remarquables et un équilibre de conduite qui l'est tout autant. Ce que j'apprécie particulièrement au niveau de la conduite, c'est que bien sûr, ce soit très confortable, très solide, sentiment de qualité qui est palpable à tous les niveaux avec ce véhicule-là, mais c'est très facile à conduire. Et on a réussi à faire en sorte que même si ce véhicule-là est extrêmement lourd, 2670 kg, bien, le poids ne se ressente pas autant qu'avec certains autres véhicules électriques. Et là, je peux penser à un BMW iX, par exemple, qui lui fait sentir son poids de façon incroyable. Il y a des craquements, il y a des bruits de caisse chez BMW. Vous n'avez absolument pas ça à bord du Polestar 3, qui est un véhicule peut-être un petit peu plus compact, mais dont la qualité est vraiment palpable par rapport à d'autres produits dans le marché. Alors ça, c'est un point que j'ai apprécié. La direction qui est précise, la tenue de route qui est exceptionnelle et qui plus est dans cette version performance parce que vous allez bénéficier, oui, de pneus plus larges, donc d'un meilleur appui au sol, mais aussi d'un vecteur de couple sur l'essieu arrière. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir un système multidisque au niveau du différentiel qui va essentiellement accélérer la roue extérieure
pour maximiser la tenue de route et la maniabilité du véhicule. Donc, au final, une meilleure tenue de route, une conduite qui est plus acérée, qui est plus sportive qu'avec le modèle régulier, que je n'ai pu mettre à l'essai, honnêtement, mais je comprends que la distinction n'est pas si grande que ça. Est-ce que ça peut valoir la peine d'aller à la version performance pour ce seul élément, pour ce différentiel arrière? Je pense que oui, parce qu'au niveau puissance, vous allez avoir une petite amélioration, rien de catastrophique. Par contre, je rappelle que ça va vous coûter en confort, bien sûr parce que vous avez des pneumatiques plus agressifs ici, mais aussi en autonomie, vous allez perdre autour de 60 km. Je le mentionnais un peu plus tôt, vous avez l'embarras du choix dans le segment des VUS intermédiaires de luxe électrifiés. Et Polestar se distingue évidemment par cette conduite, par ce comportement routier, par le design du véhicule, la qualité d'assemblage, mais aussi par le fait qu'on a une technologie qui est franchement convaincante. Alors, 111 kWh au niveau de la taille de la batterie, mais vous pourrez la recharger à vitesse maximale de 250 kW, ce qui veut dire que sur une borne de niveau 3, ça vous prendra une demi-heure et le tour sera joué, grosso modo, ça va ressembler à ça. Sur une borne de niveau 2 à domicile, par exemple, bien là, ça va vous prendre 11 heures, il faudrait le prévoir. Mais il y a pire dans le segment, ça c'est clair. Il faut considérer que c'est quand même un véhicule assez lourd, assez imposant, et que la consommation énergétique est plus élevée qu'avec une voiture compacte. On parle d'environ 23 kWh par 100 km si vous optez pour la version régulière, ce qui demeure raisonnable, mais ça grimpe à 27 avec cette version de performance et ça explique pourquoi on perd 60 km d'autonomie essentiellement. Alors là, ça commence à être un peu plus gourmand, mais encore une fois, il y a des VUS dans le segment qui vont consommer encore plus que ça, sans être plus performant ou plus lourd. Alors, on a quand même une technologie qui est au point du côté de chez Polestar, et ça mérite d'être souligné, et ça augure bien aussi, évidemment, pour le Volvo EX90 qui fera appel à la même technologie, à la même plateforme. Maintenant, comme c'est de coutume du côté de chez Polestar, si bien sûr on peut parler de tradition parce que la marque est avec nous depuis à peine 5 ans, je dois admettre que j'apprécie énormément la présentation, la beauté de l'habitacle. C'est riche, c'est sobre, c'est de très bon goût, c'est typiquement scandinave. Ça va passer de façon magnifique l'épreuve du temps. On a des boiseries, des fines lignes de chrome, des teintes qui sont très, très riches. Évidemment, au final, un environnement qui est très accueillant, qui est très chaleureux, avec un éclairage d'ambiance qu'on peut régler comme bon nous semble, bien sûr, et bien sûr avec des sièges qui proviennent de chez Volvo, les meilleurs de l'industrie, si vous voulez mon avis. Ils sont chauffants, massants, ventilés, bien évidemment, ajustables de multiples façons, mais surtout, ils sont extrêmement confortables et ça permet d'optimiser essentiellement la position de conduite pour avoir un niveau de confort remarquable. Alors, ergonomiquement parlant, je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a des lacunes parce que ça manque de boutons physiques, mais l'écran central, lui, est très bien fait, une super technologie avec un intégrant Google, bien sûr, mais il y a une surcouche si vous voulez utiliser Apple CarPlay et il y aura des mises à jour qui seront faites de façon sporadique pour toujours améliorer le rendement du système. Qualité graphique qui est exceptionnelle encore une fois et il y a plusieurs fonctions qui sont vraiment très pratiques, mais encore une fois, vous allez vous chercher et ça va demander adaptation pour pouvoir utiliser efficacement et surtout rapidement et intuitivement cet écran central qui gère essentiellement tout ce qui se passe à bord du véhicule. Les places arrière maintenant, il y a énormément d'espace. Bon, on est très confortable à l'avant, mais à l'arrière également. On a de l'espace pour 3, plancher plat, beaucoup de dégagement au niveau des jambes. La soute à bagages, c'est vrai que c'est un peu plus petit que la moyenne. Alors, pour ceux qui cherchent un espace maximisé, c'est peut-être pas l'idéal. Mais dans le cas qui nous concerne, on a un groupe d'options qui, je pense, vaut la peine d'être sélectionné. C'est quand même 7 000 $, alors il faut y penser. C'est le groupe luxe, mais ce groupe d'options comprend une paroi pour pouvoir mieux exploiter l'espace cargo, donc un panneau qui divise l'espace cargo en 2 segments et surtout un système audio Bowers & Wilkins d'une qualité sonore exceptionnelle. Alors, c'est 25 haut-parleurs, mais ici, c'est pas la course aux haut-parleurs qui est importante, c'est la qualité sonore tout simplement. Vous êtes à bord d'une véritable salle de concert et ça, dans l'industrie, on ne le retrouve pas tout le temps, même sur des véhicules qui vont offrir
10, 15 haut-parleurs de plus. Alors, ce n'est pas la course aux haut-parleurs, encore une fois, qui est importante. Tant que la qualité sonore est ici, bien, c'est un incontournable. Je pense que ce système audio-là fait partie des meilleurs systèmes qu'on peut retrouver dans le segment. Considérez-le si vous êtes un audiophile. Je pense que ça peut valoir la peine. Sinon, le groupe luxe, bien, ça comprend visualisation tête haute. Vous allez avoir un pare-brise infrarouge qui repousse la chaleur, donc qui facilite la climatisation de l'habitacle et donc qui va permettre d'optimiser un petit peu le rendement énergétique du véhicule. Vous allez retrouver aussi volant et essuie-glace chauffant et une colonne de direction à réglage électrique. Ça, je m'en serais passé. C'est beaucoup plus facile de le régler manuellement, comme je le mentionnais. Et finalement, la fermeture assistée des portières. Alors, c'est un groupe d'options qui coûte 7 000 $ vaut la peine pour quelques-uns des éléments. Le système de visualisation tête haute est franchement très pratique, très efficace dans le cas qui nous concerne, même avec des verres fumés. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais je retiens que c'est le système audio qui est la pièce de résistance de ce groupe d'options-là que vous pouvez obtenir sur le modèle régulier ou sur le modèle performance, un groupe à 7 000 $. Et sinon, il y a un deuxième groupe d'options qui n'est pas disponible au moment où on se parle. Ça le sera dans environ 6 mois. On l'appelle le groupe pilote avec lidar. Vous aurez compris que c'est un groupe pour obtenir une conduite autonome. Alors, on vient ajouter un ordinateur de base supplémentaire, 3 caméras supplémentaires, ce qui va permettre d'obtenir évidemment une conduite autonome franchement efficace, du moins si on se fie aux vidéos de démonstration que le constructeur nous a présentées. Alors, un système qui ne peut pas être un ajout par après, parce que ce n'est pas uniquement une mise à jour info-nuagique. Il y a des éléments, il y a des pièces qu'on vient ajouter littéralement à bord du véhicule pour pouvoir bénéficier de cette technologie-là, qui sera aussi offerte, bien sûr, du côté de chez Volvo, parce qu'on ne développe pas uniquement une technologie de ce genre-là pour le Polestar 3. Vous allez retrouver ça chez plusieurs produits de la grande famille Volvo Polestar. Naturellement que dans ce créneau de véhicules, il n'y a pas de crédits gouvernementaux applicables parce qu'il s'agit d'un véhicule électrique. En fait, c'est un véritable véhicule de luxe. Alors, la facture est conséquente. Ça débute à 95 900 $ sans option ou 102 900 $ pour le modèle avec l'ensemble performance, sur lequel vous allez essentiellement ajouter une facture de 7 000 $ supplémentaires. Donc, on se situe autour du seuil psychologique des 100 000 $ et forcément, vous devrez donc payer une petite taxe de luxe si vous ajoutez quelques options ou si vous optez pour ce modèle performance. Évidemment, tout ça, c'est incluant les frais de transport, préparation et concessionnaire. Tel qu'essayé, le véhicule qui est ici coûte 111 900 $. On ajoute 2 000 $ de frais de peinture parce que oui, le blanc, c'est la couleur la plus chère chez Polestar. Il y a des choix de teinte à 1 600 $, sinon une teinte de couleur gris magnésium qui est sans frais. Ensuite, le groupe Plus, dont je vous faisais mention un peu plus tôt, ça ajoute 7 000 $ à la facture, alors c'est considérable. Et bien, évidemment, à tout ça, il faut ajouter une taxe de 2 380 $, taxe de luxe, évidemment, ce qui veut dire que le véhicule coûtera 114 280 $ plus taxes si vous décidez de l'habiller de cette façon-ci. Alors, financement 72 mois, les taux sont à 6,99 %. Vous allez payer 2 242 $ par mois, taxes incluses, pour financer le véhicule qui est ici. Et en location, taux à 3,99 %. Alors, Polestar pousse la location. C'est un peu ce qu'on a fait aussi avec la Polestar 2 au cours des dernières années. Alors, 2 029 $, taxes incluses pour une location 4 ans, 20 000 km par année. Évidemment que la mensualité se rapproche dangereusement de celle d'un financement 6 ans et ça signifie essentiellement que la valeur résiduelle n'est peut-être pas aussi élevée que ce qu'on souhaiterait. Il faudra travailler du côté des valeurs résiduelles, évidemment, mais c'est très difficile actuellement avec les véhicules électriques d'anticiper une valeur future considérant la fluctuation du marché et la quantité de véhicules concurrents qu'on retrouve actuellement sur le marché qui voient leur valeur fléchir sévèrement. Espérons que ça ne sera pas le cas avec le Polestar 3. Mais il faudra pour cela que Polestar modifie sa stratégie de commercialisation en Amérique du Nord parce qu'on a vraiment fait mal à l'image de marque au cours des dernières années en vendant des Polestar 2 à rabais parce qu'on avait surproduit le modèle en conséquence des compagnies de location qui devaient massivement en distribuer à travers l'Amérique du Nord et finalement, ça ne s'est pas fait. Alors, il y a eu une production ou une surproduction de Polestar 2, ce qui a fait baisser la valeur du produit. Et
ça, bien, ça fait énormément mal. Et bien sûr, les clients qui ont payé le plein prix pour une Polestar 2 et qui ont vu les modèles disponibles pour 4, 5, 600 $ par mois en location quelques années après, bien, ça faisait très mal au portefeuille. Et je ne suis pas persuadé qu'il y a énormément de ces premiers clients qui vont retourner chez Polestar pour subir une seconde fois le même sort. Ils ont eu une leçon et bien, évidemment que même s'ils sont satisfaits du produit, quand on le paie trop cher, c'est un petit peu frustrant. Alors espérons que Polestar aura une meilleure stratégie dans les années à venir parce qu'on multipliera les modèles, évidemment. La Polestar 4 qui, encore une fois, est sur le point d'arriver sur le marché et il y a plusieurs autres produits qui sont en approche également. Il y aura aussi pour Polestar un grand travail à faire pour différencier davantage la marque Polestar de Volvo. On sait qu'on exploite les mêmes technologies, on sait qu'on assemble des véhicules dans des usines partagées, et ça, c'est très correct. Mais l'image de marque est difficilement définissable du côté de chez Polestar, alors que Volvo est établi depuis des décennies. Alors, comment est-ce qu'on réussira chez Polestar à se distinguer pour attirer une clientèle qui serait prête à payer davantage pour un produit Polestar que pour un produit Volvo équivalent? Parce qu'évidemment, ce sont des véhicules qui ciblent une clientèle un peu différente de celle de chez Volvo, où là, bien, on préfère des produits un peu plus classiques, un peu plus traditionnels, alors qu'ici, bien sûr, on joue d'audace avec des designs et avec des niveaux de performance qui sont plus élevés. Espérons ainsi qu'on sera capable de se différencier davantage, de relever l'image de marque, parce que le produit est franchement convaincant. Du moins, moi, je l'ai énormément aimé. Mais évidemment, comme je le disais, avoir une clé physique et quelques boutons supplémentaires sur une planche de bord, ça ne ferait pas de tort.